Eh ben, bienvenue Jim, on va commencer directement. Les retardataires arriveront au cours de ce space. Ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? Euh, Dis-nous tout. Bah écoute, là, je reviens de vacances, donc c'est pas mal. Donc, t'es en détente. Et Ouais, voilà, petite reprise tranquillement là cette semaine. Et puis bah du coup avec ce space qui était prévu, hein, donc bien content d'être là aussi ce soir. ouais, bah on s'est rencontrés pour la première fois. Je te connaissais déjà des réseaux, mais on s'est rencontrés pour la première fois au BEF. Et je t'avais lancé l'idée de faire ce space pour parler un petit peu de Ataka et réutilisation de chaleur. Et donc, tu as gentiment accepté. Donc, merci beaucoup pour ça et merci encore une fois de venir ce soir. Euh, dans un premier temps, je vais juste partager quelques liens à l'audience, euh, les liens de la rediffusion de cette émission. Il faut savoir que on a aussi plein d'autres épisodes sur plein de sujets variés. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller sur le YouTube ou sur les plateformes de streaming où Cryptost publie ses podcasts. Je vous ai épinglé un lien. Il y a aussi le lien du Discord public de Cryptost. Si vous le rejoignez et que vous écrivez UTXO en petites lettres dans n'importe quel channel, ça va vous ouvrir un channel privé dédié à l'émission avec les BTC maximalistes les les plus virulents. Bon, peut-être pas virulents, mais les plus motivés. Donc voilà, n'hésitez pas à venir et débattre avec nous. Et donc voilà pour la petite intro. On va commencer directement. Jim, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, dire ce que tu fais et voilà, pour au cas où l'audience ne saurait pas qui tu es. Ouais, donc du coup bah déjà pour commencer que la raison pour laquelle tu m'as invité ce soir, c'est que j'ai co-créé, et j'ai porté le projet Atakai, qui consiste du coup à réutiliser des mineurs, principalement des vieux mineurs pour les modifier pour les réutiliser pour produire de la chaleur. Donc trouver une nouvelle application à quelque chose qui était un peu trop ancien ou pas assez rentable pour l'industrie du minage. Et sinon, en fait, avant ça, du coup, c'est là que ça fait un petit peu un lien, en fait, pour moi, entre mon expérience passée et Bitcoin, c'est que je viens du monde du bâtiment, des logements connectés, donc de la gestion de l'énergie, en partie aussi de la production d'énergie. Et donc, du coup, utiliser les mineurs pour pouvoir produire de la chaleur, pour moi, ça faisait vraiment sens. C'est des choses qui avaient déjà été un petit peu théorisées dans, dans le bâtiment avec l'utilisation de la chaleur produite par des salles serveurs. Mais il y a beaucoup de contraintes qui fait que c'est pas forcément simple à mettre en place. Et c'est en fait un peu cet aspect-là qui m'a fait rentrer un peu dans Bitcoin et m'a fait comprendre que tout ce lien qu'il y avait entre Bitcoin et l'énergie. Donc ça a été un peu ma porte d'entrée et avec ce projet, bah, j'avais envie de partager un peu cette vision à travers bah, un tutoriel et le projet DIY qui va avec. Et sinon, du coup, là, en ce moment, ben, je continue à travailler un petit peu sur ce projet. Euh, ça, ça reste sur du DIY, donc il y aura pas de prévu de faire des choses plus industrielles, disons. Et sinon, je travaille aussi avec How to Bitcoin pour qui je fais un peu de montage vidéo et d'autres sujets d'articles, par exemple avec Plan B Network, ce genre de choses. Ouais, t'es un peu partout. On te voit sur pas mal d'événements. Mais qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que c'est le minage qui t'a fait rentrer, enfin, c'est cette idée de réutiliser la chaleur qui t'a fait rentrer dans Bitcoin ou c'est l'inverse? Ou t'es d'abord rentré par Bitcoin et ensuite t'as découvert le minage? Ouais, un peu comme l'adage, hein, on rentre pour les mauvaises raisons et on reste pour les bonnes raisons. Non, je suis plutôt rentré du côté pareil de l'investissement, etc. Et puis petit à petit, à force, certains points, certains arguments que moi j'ai pu trouver dans Bitcoin m'ont convaincu. Ok, bah super. Ouais, je pense qu'on est un peu tous dans dans ce cas-là de rentrer pour l'investissement, pour l'appât du gain, pour la spéculation, même Ouais, c'est si en ça. réalité, La pas du gain. ouais, mais bon, mais tout est un peu spéculation au final. Donc, donc super. Bah, t'as un beau parcours au final. Tu retrouves un peu de enfin des valeurs qui étaient hors de Bitcoin dans Bitcoin. Et donc ouais, il y a des personnes pour qui tout se connecte. Et donc c'est assez intéressant de voir ça. D'ailleurs, je voulais savoir faire une petite mention.
Mais est-ce que tu participes à d'autres événements? Parce qu'on s'est vu au BEF, mais est-ce que tu fais d'autres événements en France? Est-ce que tu seras par exemple à Biarritz ou autre part? J'ai fait beaucoup d'événements, en 2023 grâce à Découvre Bitcoin principalement. En fait, en général, j'accompagnais Découvre Bitcoin sur les stands, pendant toute l'année 2023 où il y a eu beaucoup d'événements parce que justement Roxy essaie de créer ce projet, la Plan B Network, en partenariat avec Giacomo et Tether et cetera. Et donc du coup, j'ai fait beaucoup de conférences l'année dernière, j'en fais moins cette année, mais je vais en faire toujours, bah, comme on s'est vu, je crois qu'on s'est vu à Madère aussi, il me semble, rapidement, Ouais, le ouais. BEF. Et puis, je pense que je ferai le Bionly, mais je suis pas certain de faire d'autres, conférences internationales, cette année en tout cas. Et pour ce qui est de Biarritz, non, je suis pas invité et de toute façon, c'est beaucoup trop cher et voilà. C'est pas l'événement qui me réjouit le plus. OK. Non, bah, je voulais juste faire une mention, bah, déjà à Biarritz parce qu'on est partenaires et ça arrive bientôt, mais aussi je voulais parler de Honey Badger, qui m'ont aussi, très gentiment invité, qui est non, bon, c'est un Très peu plus bon loin de événement, ouais. la ouais, très bon événement, j'en entends que du bien, les replays sont vraiment incroyables et donc là, je vais y aller pour la première fois. Donc voilà, ils m'ont gentiment invité, donc on échange, juste, j'en parle, ouvertement. Hésitez pas à vous renseigner sur la conférence, même si c'est, un peu loin, c'est à l'autre bout de l'Europe, mais ça peut être intéressant. Donc hem, Ouais, il donc y a des voilà. sujets très intéressants, à Honey Badger. C'est très cool, très Ouais, bonne c'est conférence. très tech, tu y as déjà été toi? Ouais, je l'ai fait, ben, l'année dernière en 2023. C'est beaucoup plus tech que la plupart, mais ça reste, OK. Il y a beaucoup de trucs un peu philosophiques aussi sur la scène, punk ou cyberpunk, je sais plus, cypherpunk, pardon. Et il y a tout un aspect atelier aussi, mais qui est quand même plus tech. Il y a quelques ateliers qui sont accessibles, comme par exemple, je crois qu'il y avait un atelier, pour, installer BTCP Server, donc pas forcément tech, mais en tout cas l'usage de ces technologies. Et après, il y en avait qui étaient vraiment tech, genre les mecs qui font des ateliers où ils font du code. Donc il y a quand même des choses qui sont pas accessibles à tout le monde. Et après, il y a la grande salle de conférence où là, tout est accessible à tout le monde. Ouais, j'avais vu, il y avait un atelier, je pense Liana, j'ai dû voir passer ça et même, RGB pour faire tourner un nœud RGB. Donc ouais, ça va Ah, vraiment, RGB, c'est un autre délire, ouais. ouais, ça va vraiment dans tous les sens. Et là, cette année, il y a aussi Nostriga, donc qui est les 2 jours avant la conférence, mais focus sur Noster, qui elle est gratuite. Donc c'est plutôt cool. Moi, je vais y aller pour les 4 jours de conférence et donc on va voir ce que ça donne. C'est la première fois qu'ils La font un conférence truc, Noster est gratuite? ouais, Nostriga, il faut juste, t'enregistrer via Noster, Ok. et heu et donc tu peux y aller. Il faut juste payer le billet d'avion, quoi, mais je crois que ça coûte pas trop cher, pour, faire Paris-Riga, donc voilà. Ouais, Noster, ça peut être Et intéressant aussi. ouais, ouais, c'est très cool, ça se développe de plus en plus, donc même à Prague, il y avait pas mal de side events autour de Noster et donc je pense qu'on va le voir de plus en plus, autour, et d'ailleurs, enfin, j'ai envie aussi de me focus sur Noster et faire quelque chose, un peu de contenu dessus. Faut encore que je digue un peu plus, mais bon, on part dans des sujets où on s'éloigne un petit peu plus, mais voilà, je voulais au moins mentionner, ces conférences-là. Pour rentrer dans le vif du sujet d'abord, peut-être avec, un d'abord un premier pas, est-ce que tu pourrais décrire, ce qu'est Atakai, donc le projet sur lequel tu as travaillé? D'abord dans une peut-être une ou 2 phrases, pour que tout le monde puisse bien avoir une idée d'ensemble et ensuite on ira un peu plus dans le détail. Ouais. Et ben, je dirais que la manière la plus simple de le définir, ce serait de dire qu'en gros, ce serait une approche éducative par quelque chose de pratique euh, et qui a une utilité. C'est-à-dire que souvent dans Bitcoin, quand on essaie d'en parler, de le montrer, etc. Alors oui, effectivement, on peut ouvrir tout de suite un wallet, envoyer des bitcoins et puis il peut les dépenser. Mais c'est une approche et elle manque quelque chose de physique, en tout cas, je trouve. Et là, du coup, par le fait de dire, ben, pour un montant pas trop élevé ou à la manière d'un nerd miner, par exemple, le fait qu'on ait un petit mineur, c'est déjà intéressant, mais là, on va aller un peu plus loin parce qu'on va pouvoir s'en servir pour se chauffer. Et qu'il y a une utilité qui va bien au-delà de juste l'aspect monétaire de Bitcoin, en fait, avec ce projet. Et du coup, j'aime beaucoup ça et je voulais essayer de lancer quelque chose, mais bon, tout seul, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, c'est quand on a rencontré Roxy avec Hlex que là, on a commencé à discuter du projet et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, bah, en fait,
quelque chose qui fonctionnait bien, qui s'alliait bien avec ce projet-là et le projet de Roxy de créer une académie en ligne, de faire des tutoriels et cetera. Donc du coup, il y a ce partenariat qui s'est monté, qui a permis au projet d'avoir plus de visibilité, de se lancer plus facilement. Ouais, c'était aussi un moyen pour vous de faire de la vulgarisation, expliquer le minage. Donc j'imagine que c'est en même temps, enfin, à cette occasion que vous avez fait la formation, minage, c'est 301 je crois? Sur, maintenant le site de Plan B? Deux 201 et les prochaines 201. sont en cours, ouais. OK, très cool. Bah, ouais, moi aussi j'ai découvert, Atakai avec, Découvre Bitcoin et enfin avec la formation qui a été faite et donc c'est très cool, ça permet vraiment de bien, comprendre. Perso, j'ai pas passé le pas encore d'en acheter un, mais je suis en train de réfléchir à tester, qu'est-ce que enfin à le tester tout simplement. Mais, là je suis resté, sur les Bittax, c'est un Mmh. le modèle en dessous, mais, ça Ouais, permet de bah, vraiment Vitex, c'est très avoir, intéressant aussi, ouais. bah, ouais, ça produit un peu de chaleur, mais bon, c'est pas suffisant pour, chauffer un appartement, par exemple et mais Il c'est y a assez il y a un côté intéressant, ouais. plus accessible, aussi dans le sens où ça coûte moins cher à faire tourner, tu peux le faire tourner un petit peu tout le temps. Aujourd'hui, il mine suffisamment pour que tu puisses gagner quelques satoshis sur une pool, classique. Donc tu pas obligé non plus de faire du solo mining, comme avec les Nerd Miner où potentiellement un jour tu trouveras un bloc, mais probablement que jamais. Ouais, il y a assez peu de chances, que ça arrive. Même sur une machine, je pense que c'est, assez vraisemblable. Oui, oui, mais sur un Snuff, ça serait compliqué. C'est pour ça que du coup, avoir quelque chose qui te permet de utiliser une pool de minage de manière à quand même gagner quelques sats, je trouve que ça fait un peu plus sens pour un produit un peu plus, ludique, j'ai envie de dire. Ouais, pour apprendre un peu comment ça se passe. Je crois que les non-miners, ils produisent entre 80 et 90 sats par jour, donc ça fait quelques centimes. C'est pas énorme, mais ça permet de vraiment bien comprendre, tout le mécanisme, quoi. Donc c'est assez C'est cool ça. et Donc Kataka, justement, l'idée, c'est qu'il y a la chaleur en plus, de ça. Donc c'est effectivement, par contre, c'est un projet qui tourne, que l'hiver. Enfin, il y a pas de sens en France, en tout cas, ou en la plupart de l'Europe, à miner avec un S9, pour essayer de gagner de l'argent, c'est peu probable. Du coup, le fait de l'utiliser l'hiver rentabilise complètement le c'est comme si on minait «gratuitement» en fait, entre guillemets. ouais, mais est-ce que, pour aller un peu plus dans le détail, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce que en fait, à partir d'un simple ordinateur de minage qui, normalement, bah, bon, je vais te dire une phrase et forcément, elle va être fausse et tu me corrigeras après. Mais forcément, moi, je branche mon ordinateur à l'électricité pour, qu'il me fasse un travail. Donc, dans le cas d'un mineur, c'est, pour qu'il, pour qu'il crée, enfin, pour qu'il fasse un travail de recherche enfin pour qu'il résolve, un calcul. Mais, pourquoi est-ce que en fait, ça crée autant de chaleur, suffisamment pour qu'on puisse, la réutiliser? Normalement, toute l'énergie devrait être quand même utilisée dans ce processus. Est-ce que, tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'en fait, ça fait pas de sens de ne pas réutiliser la chaleur? Ouais, en fait, c'est assez bête, c'est que en réalité, les composants électroniques, ils ont pas besoin, et en soi, ils consomment pas, l'énergie. Ils ont juste besoin qu'il y ait un courant qui les traverse pour fonctionner et ce qui fait que la machine consomme de l'énergie, c'est pas donc le calcul, mais le fait que, les composants ne sont pas parfaits. Donc du coup, il y a des pertes, par, effet Joule. Donc effet Joule, c'est effet de chaleur. Donc en fait, l'énergie qui est consommée par la machine, c'est justement ces pertes qui empêchent le courant de circuler librement, dans les composants électroniques. Donc d'une résistance dans les composants. Donc si par exemple on avait quelque chose d'utopique, je parle de quelque chose qui n'existe pas, mais admettons qu'on ait des composants dans lesquels l'électricité puisse circuler, librement sans résistance, à ce moment-là, une machine, en théorie, ne consommerait pas d'énergie. En l'occurrence, c'est pas le cas et donc du coup, toute l'énergie consommée par un S19 par exemple, une machine de minage qui consomme, 3 kilowatts, en permanence et ben, ces 3 kilowatts vont se transformer en énergie, en ondes, électromagnétiques qui produisent de la chaleur. Donc ça va être, de l'infrarouge, ça va être, de la chaleur d'une manière générale et même les ondes électromagnétiques, produites par un téléphone ou même son écran, finissent par devenir de la chaleur en, touchant une surface. Donc vraiment la totalité de cette énergie qui est consommée est transformée en chaleur par les composants électroniques. Donc c'est 100 ou est-ce que c'est un peu moins, quand même? C'est vraiment toute la totalité?
C'est assez difficile à mesurer, mais globalement, on est sur de la théorie à 100. Je pense que dans la pratique, il y a forcément un peu moins. Hem, toutes les expériences qui ont été faites jusqu'à maintenant, arrivent à des rendements de consommation-production d'électricité meilleurs sur des GPU que sur des radiateurs grille-pain. Alors après, on va me dire: «Oui, grille-pain, c'est pas ce qui est le plus efficace», mais en fait, en réalité, entre un radiateur grille-pain qui coûte pas cher et un radiateur, très haut de gamme, la différence, c'est pas du tout sa capacité à produire de la chaleur pour une même quantité d'énergie, c'est sa capacité à accumuler de la chaleur dans une masse. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être de la céramique, du métal, plein de choses, et le fait qu'il puisse l'accumuler va faire que, il va pouvoir, éventuellement, consommer de l'énergie au moment où c'est le moins cher, par exemple la nuit, et restituer cette chaleur, via la masse qui a chauffé, plus tard, au moment où l'électricité est plus chère. En fait, c'est principalement ça les avantages qu'ils ont, et ils peuvent souvent aussi avoir peut-être des puissances différentes, ce qui permet d'éviter d'avoir à allumer, éteindre le chauffage continuellement, et ce qui du coup génère de l'inconfort. C'est ça le problème principal en fait des radiateurs, grille-pain comme on appelle, c'est que du coup ils chauffent très fort, puis dès qu'il fait assez chaud ils arrêtent, ils attendent que ça refroidisse et ainsi de suite, et ça génère de l'inconfort parce que la température varie beaucoup en fait. Et si on le compare avec un mineur, là pour le coup c'est un gros avantage. C'est que, bon, comme on doit, ventiler énormément les cartes pour qu'elles restent à une température stable, il y a énormément d'air qui passe, et ce qui fait que l'air de la pièce, en fait, est très vite renouvelé. Donc ça permet d'avoir une température homogène dans la pièce qui arrive beaucoup plus rapidement et qui reste stable dans le temps beaucoup plus facilement qu'avec, des radiateurs classiques. Donc, tu es en train de nous dire qu'un ordinateur de minage qui est accompagné d'un ventilateur, au final est plus efficient qu'un radiateur électrique? Il n'est pas juste plus efficient, mais il va pouvoir donner un confort, supérieur, en termes de ressenti de température qui, elle, du coup, sera beaucoup plus stable. OK. Et un des inconvénients que moi je vois à cette, installation, c'est par exemple le bruit du ventilateur. Est-ce que parce qu'on voit souvent ces images de fermes de ménage avec plein de d'ASIC, qui font un bruit, d'enfer, de turbine quoi. Limite c'est comme un moteur d'avion, mais, c'est plein de petites machines. Heu, est-ce que vous avez trouvé Exactement, une ouais. solution, pour en faire un ordinateur domestique, si on peut dire ça comme ça? Ouais, bah, c'est un peu tout le nerf de la guerre parce que, sur le projet Ataka, en tout cas, le but, c'était de réussir à réduire le bruit le plus possible, heu, tout en faisant quelque chose qui était assez simple à réaliser, qui coûtait pas trop cher, que le moins cher possible. Heu, du coup, il y a 2 points importants, en fait, pour réussir à faire ça. Il y a le software et le hardware, donc le logiciel et le matériel. Pour déjà pouvoir, réduire le bruit, il faut mettre des ventilateurs qui sont, plus performants, mais aussi moins puissants, qui vont tourner moins vite, et donc du coup qui vont moins ventiler, et ce qui veut dire que si on laisse la machine à 100, ces ventilateurs seront pas capables en fait de ventiler suffisamment la machine. Du coup, il faut la deuxième partie qui est le software, c'est donc, on change le logiciel en fait qui est, d'origine, qui lui ne permet que de fonctionner à 100 des capacités, et en fait on en met un autre qui peut lui être modulé et qui a quelques fonctionnalités aussi supplémentaires qui le rendent un peu intéressant, qui le rendent assez intéressant pour ce type d'application. En tout cas, on va pouvoir réduire les performances. Donc pour donner un chiffre rapide, en gros, un S9, en puissance max, c'est 1 500 watts à peu près, et le projet Atakai, lui, on va le faire tourner maximum quand il fait froid à 1 200 watts, et après, il peut descendre jusqu'à 300-400 watts. Hem, excuse-moi, je me suis perdu dans mon explication, je sais plus où je voulais aller. Oui, il y a pas de souci. Ouais, je parlais du bruit, à quel Ah point oui, est-ce le bruit, que ouais. ouais. Et bah, du coup, voilà, donc on change d'abord les ventilateurs pour, réduire le bruit, ce qui implique de devoir, diminuer les performances pour qu'on puisse ventiler la machine correctement. Donc c'est un peu tout cet équilibre-là qu'il a fallu, chercher pour essayer de trouver, ben, un ventilateur qui est suffisamment performant par rapport aux objectifs, qui s'adapte bien, mais en même temps qui est pas trop bruyant pour que, on puisse utiliser cette machine dans, une pièce, de vie, quoi. Et donc il y avait un petit peu aussi cette idée de faire des modes différents. Donc on peut avoir un mode où on le met, en tout cas au maximum des capacités du système, qui font un bruit un peu plus élevé, mais toujours supportable, qui n'a absolument rien à voir en fait, au bruit, d'origine.
comme tu l'as bien évoqué, ça fait limite un bruit d'avion, quoi. C'est vraiment très, très fort. C'est bien pire qu'un aspirateur, qu'un vieil aspirateur. C'est absolument insupportable d'être à côté, de la machine quand elle fonctionne, si on n'a pas modifié les ventilateurs d'origine. Mais une fois que c'est fait, ça correspond en gros à une soufflerie, comme une pompe à chaleur, classique quand on la met un peu à fond. Ça fait à peu près ce bruit-là et après voire un peu moins même, ça dépend de la pompe à chaleur et puis on peut moduler pour, le mettre suffisamment bas pour que, on puisse même dormir dans la pièce. Après forcément ça produit un petit peu moins de chaleur, voilà. Donc le bruit en fait est relié à la quantité de chaleur qu'on va produire. Et à quel point est-ce que c'est facile de prendre en main la machine? Est-ce qu'il y a vraiment faut connaître un petit peu comment la machine fonctionne avant de pouvoir l'utiliser ou tout simplement la faire évoluer? Ou enfin changer comment dire? Sa puissance? Ou est-ce qu'au final c'est assez simple avec un bouton dessus ou je sais pas, ou est-ce que c'est via un Ouais. PC? Bah, il faut passer par c'est vrai que pour le moment, il y a pas de disons d'interface qui a été, pensée. Faut prendre son téléphone ou son ordinateur, aller sur une page web sur son réseau local. Donc par défaut, c'est pas accessible, via internet, par exemple. Après on peut développer soi-même, enfin mettre en place soi-même des systèmes pour pouvoir y accéder à distance, mais il y a pas de service comme Netatmo ou des trucs comme ça et après à prendre en main, donc il y a le tutoriel justement qu'on a mis sur le site de Plan B Network. Donc, comme je disais, c'est du DIY, donc il y a un petit peu de choses à faire parce qu'on vend pas la machine en fait, complètement modifiée. Pour réduire le coût justement, on a fait en sorte que ce soit vraiment on achète les pièces, qu'il faut, on fait des packages, un kit avec toutes les pièces nécessaires pour faire la modification, sauf, le mineur justement. Parce qu'en fait, pour la petite histoire avec, Découvre Bitcoin, ce qu'on avait commencé à envisager, c'était de acheter des S9, acheter toutes les pièces nécessaires aux modifications et vendre le tout. Donc on avait commencé par ça, mais en fait, pour acheter des mineurs en France, c'est assez compliqué, surtout quand on ne veut pas acheter du gros volume et donc finalement, la complexité logistique a fait qu'on a préféré faire un partnership, enfin, en gros du sponsor avec, une entreprise qui s'appelle 21 Énergie qui eux sont spécialisés dans, la revente en fait de machines. Donc en fait on passe par eux, il y a un code promo, avec le projet Découvre et ça fait moins 10 je crois, sur la commande et Découvre Bitcoin reçoit une petite partie, pareil, de la vente. Donc on est passé par ce système, donc maintenant on vend juste le kit, à 150 € avec, toutes les pièces nécessaires pour faire les modifications. Donc il faut, ben, dévisser quelques trucs, débrancher quelques trucs aussi. Il y a un petit coup de cutter à mettre par-ci par-là, heu et heu et changer un logiciel aussi, mais ça c'est que des interfaces, web. Il y a pas de faut juste installer un petit logiciel sur l'ordinateur et ça fait le travail pour nous. Voilà à peu près les tâches et les complexités à réaliser pour pouvoir le fabriquer soi-même. Donc ce que tu enfin le kit, c'est sans la machine? Il faut acheter la machine à côté? C'est ça, ouais. Donc, comme je disais, on avait voulu mettre les 2 ensemble au début, mais, trop compliqué logistiquement pour Découvre Bitcoin de gérer cette partie-là et c'était mieux de passer par des gens qui sont vraiment experts dans ce domaine-là et qui vont offrir un support, plus important sur la machine en elle-même. Heu et donc du coup, le projet a pu voir le jour avec, un kit à 150 € et une machine à S9 qui coûte à peu près 150 € à l'époque et encore aujourd'hui, je crois. Les prix vont certainement diminuer, prochainement, j'imagine. Donc ça fait un pack complet à 300 €, pour ensuite pouvoir faire les modifications soi-même. OK, donc ça fait un radiateur un peu cher, mais au final, pour l'expérience, pour les bitcoiners, je pense que c'est plutôt rentable, surtout sur le long terme et à C'est quel ça. point est-ce que comment dire? Ça génère en termes de satoshi ou en termes d'euros si tu as les rendements pour savoir à quel point est-ce que ça peut réduire une facture, d'électricité, par exemple? Ouais, donc grosso modo, je pense que les chiffres les plus simples pour éviter de sortir beaucoup de chiffres. Ce que je peux dire, c'est que là, donc j'ai fait ça pendant 2 hivers, l'hiver 2023-2024 et 2022-2023 et grosso modo, à chaque fois pendant l'hiver où je minais, ça me remboursait entre 12 et 18 de l'électricité que je mettais dedans. Ensuite, à la fin de l'hiver, à chaque fois le prix de bitcoin était supérieur à celui du début de l'hiver
Du coup, là, j'étais plus entre les 30 et 40. Et quand je regardais là, en ce moment, les bitcoins que j'ai minés en hiver 2022, je suis à 120 de ce que ça m'avait coûté. Donc ça veut dire que je me chauffe presque gratuitement, en fait, à ce compte-là. Et j'ai même un petit peu de bénéfice qui va arriver. Donc après, il y a toujours l'argument économique de dire, bah, si ces 300 euros, je les avais mis dans bitcoin dès le départ et que j'avais acheté un radiateur à 50 euros, j'aurais été plus gagnant. Et ça, c'est vrai. Et juste, bah, c'est pas le même projet et puis il y a pas toute la partie où on m'a appris des choses avec. Donc ça, c'est pas juste un projet avec un gain économique, mais ça en fait partie. Ouais, ça fait quand même une grosse plus-value en termes d'expérience et puis, je trouve, comment dire? Que c'est une bonne solution pour aussi, éviter qu'il y ait de machines qui soient juste jetées ou voilà, réutilisées, essayer de prolonger leur vie et donc au final l'impact, le bénéfice qu'on peut recevoir à faire, cette action qui va être, bah, bénéfique pour notre facture, pour, le comment dire? Pour les déchets, pour le réseau Bitcoin même en tant que tel parce que ça dans un sens, ça contribue à la décentralisation du réseau aussi. Je pense que c'est plein de Exactement, plus-values qui est pas vraiment quantifiable en euros et donc c'est plutôt cool. exactement. Ça fait un peu comme une Comme tu l'as épargne, bien dit, le vas-y, ouais, je vas-y. disais, comme tu l'as bien dit, le côté, écologique de réutiliser des vieilles machines, bon, ça a pas une grosse ampleur, en tout cas pas aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de S9, sur le marché. C'est des machines qui fonctionnent encore très bien. On ne sait pas si les industriels vont encore s'en servir très longtemps, donc il y a des possibilités qu'il y ait beaucoup de S9, qui partent à la casse, en fait, si, s'ils sont pas adoptés, en fait. Donc c'est vrai que ça pourrait être une solution de, réduction de la pollution par rapport à ça, carrément. Parce que du coup, ça veut dire que si, une grosse partie, admettons, de ces S9 soit réutilisée pour faire du minage et que du coup soit rentable pour les gens, puisque de toute façon, s'ils devaient chauffer avec de l'électrique, ça leur revient, moins cher, enfin ça leur fait gagner de l'argent et du coup, ça veut dire que ça va augmenter, le hash rate global, enfin ou en tout cas le maintenir haut et donc réduire la rentabilité des mineurs industriels. Donc si ça réduit leurs marges, potentiellement ça réduit leurs investissements. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait réellement, à grande échelle, avoir un impact sur la production de nouvelles machines. Ouais, je pense qu'on va revenir sur ça juste un peu plus tard. Je vois qu'on a une question de Millésime qui dit, est-ce que miner avec un S19 ou un S21 et la difficulté grimpante, pardon, ne complique pas les rewards? Je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que tu vois ce qu'il veut dire? La question, elle est visible, C'est dans les où est-ce qu'il l'a commentaires, écrit? c'est tout en bas. Attends, je peux te l'épingler sinon, comme ça aussi, les personnes dans l'audience peuvent le voir. Ah, il faut lire les com ah oui, d'accord, je crois que j'ai trouvé. Normalement, tu l'as dans les trucs épinglés. Heu, si, si, bah, en fait, alors ça, c'est intéressant parce que j'ai jeté un œil aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que quasiment quasiment depuis le début où j'ai commencé ce projet, donc en novembre 2022 et j'ai commencé à miner, à chaque fois que j'ai regardé la rentabilité que j'avais, en dollars, j'arrivais à 3 centimes par kilowattheure consommé. C'est-à-dire que à chaque fois que je consomme 1 kilowattheure, ce qui coûte en France, aujourd'hui, bon, ça coûte de plus en plus cher, hein. Ça coûte, 25 aujourd'hui, ça en coûtait 18 à l'époque, il y a seulement 2 ans. Mais en tout cas, les satoshis que j'obtenais par rapport à la difficulté, les rewards et cetera, valaient en dollars 3 centimes. Et aujourd'hui, ça vaut toujours 3 centimes. Malgré le fait qu'on a eu un halving, que la hash rate a augmenté, enfin voilà, ça vaut toujours 3 centimes. Et ça a été très stable en fait, pendant toute cette période. Donc pour te répondre, millésime, globalement, j'ai l'impression que la reward pour chaque machine n'a pas trop évolué. J'ai pas regardé toutes les machines, peut-être qu'il y en a où sur lesquelles ça change plus, parce qu'elles ont des ratios plus importants. Mais là, en tout cas, sur 2 ans, le prix du TRH a pas beaucoup évolué, contrairement au hash rate global, au prix de Bitcoin, et cetera. Ah, merci Millésime pour ta question, c'est intéressant et d'ailleurs n'hésitez pas à prendre la parole, à prendre le micro si jamais vous avez des questions et que vous voulez les poser de vive voix. Hem
Donc ouais, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ça, en fait, même si en effet, au final, c'est un peu moins rentable qu'acheter du bitcoin directement, bah, ça fait quand même un peu comme une épargne passive où, bah, au lieu que enfin, de l'argent que tu dépenses dans ta facture d'électricité, au final, tu vas avoir un retour sur investissement avec ton bitcoin. Donc c'est plus comment dire? C'est plus doux, c'est un investissement plus doux, on va dire, pour Ouais, des vrais, «bitcoiners» entre guillemets, qui veulent vraiment essayer ouais. et mieux comprendre, mettre, les mains dans le cambouis. Puis c'est aussi une possibilité de voter en quelque sorte pour, j'ai pas envie de dire pour, des versions de Bitcoin, pour des fonctionnalités ou quoi, mais plus c'est une manière de pouvoir voter, de donner sa voix sur, qu'est-ce que devrait être un block template. Parce que depuis maintenant, à peu près un an, on a commence à avoir des poules de minage qui offrent plus en plus de services et en l'occurrence, on a, Ocean Mining qui permet de choisir parmi, 3 ou 4, je sais plus s'il y en a non, il y en a que 3 pour le moment, 3 blocs templates différents. Donc on peut pas chacun, écrire son propre bloc template, il faudrait qu'on ait un nœud et cetera. Mais, Ocean Mining en tout cas offre le choix entre 3 blocs templates avec des règles de filtrage pour certains d'entre eux. Donc ça change, du coup forcément les frais de minage qui généralement sont moins élevés quand, il y a du filtrage. Mais en tout cas, on peut voter si on le souhaite. Et en fait, du coup, en ayant un mineur, eh ben, on peut dire: «Bah, moi, je vais, miner sur tel bloc template» et donc du coup, ben, si jamais c'est moi qui trouve, le prochain bloc et ben, ce sera ce bloc template-là et si c'est quelqu'un d'autre dans la pool, je vais quand même être rémunéré, mais ça sera pas, le bloc template pour lequel je voulais voter. Et en fait, cette conception, elle existait pas trop avant. Les gens, ils minent sur des sur des pools avec, aucun système de filtrage. Ils vont intégrer, bah, le maximum de frais possible, en fait, dans leur bloc. Et donc ça, je trouve que c'était quelque chose qui manquait et qui vient compléter un peu ce projet, qui, ben, permet de promouvoir la décentralisation du réseau, quoi. Ouais, mais au final, je suis un peu, je me fais un peu le l'avocat du diable, mais au final, accepter, le bloc tempiel j'arrive plus à parler, le bloc, template qui, rapporte le plus de frais, c'est aussi entre guillemets, enfin participer à la non censurabilité du réseau. Donc ça fait en fait, c'est je pense il y a 2 poids, 2 mesures, tu vois? Où en effet, tu peux choisir les transactions qui toi te correspondent le plus, selon ta vision de Bitcoin. Mais il y a aussi, l'autre aspect qui est, heu, enfin la non censurabilité. Parce que si tu te mets toi-même à censurer potentiellement, avec une attaque de plus grande envergure, ça pourrait aussi, censurer un certain nombre de transactions. Donc voilà. Ouais, après, moi, j'essaie d'insister sur le fait de dire que, pour le moment, on peut pas parler de censure, on peut parler que de filtrage. La censure, ça vient à partir du moment où quelqu'un a, suffisamment de 50 du réseau, qui fait que si jamais un bloc valide arrive avec une transaction qu'il veut pas, il va pas accepter ce bloc et il va continuer à miner sur le bloc, précédent. Et du coup, là, il va essayer de censurer une transaction en disant: «Non, tant qu'il y aura des blocs avec ces transactions-là, je ne le validerai pas». Alors que la filtration, c'est plutôt dire, «Je n'intègre pas ces transactions dans mon bloc et si jamais il y a un nouveau bloc avec ces transactions dedans, je vais quand même l'accepter». Et ce que ça fait, c'est que du coup, ces transactions-là vont coûter plus cher. Parce qu'elles ont enfin, petit à au fur et à mesure, elles pourraient coûter de plus en plus cher. Après, en tout cas, mon idée de la fonctionnalité, c'est pas tellement de dire: «Ben, toi, tu as pas le droit de faire de transaction, toi, tu as pas le droit». C'est plus de dire: «Ben, moi, je considère que ce type de transaction», donc aujourd'hui, on peut avoir plein d'exemples, hein, que ce soit les Stance, Ordinals et cetera. Si quelqu'un est contre, ce type de transaction-là, qui apporte quand même beaucoup de lourdeur, on pourra en parler parce que j'ai fait un test il y a pas longtemps. Heu et ben, je peux dire: «Moi, je les veux pas dans mon bloc template» et en fait, si à un moment donné, il y a suffisamment de gens qui les filtrent, il y a même plus besoin de faire de censure, parce qu'en fait, elles vont coûter beaucoup plus cher à faire passer, parce qu'ils vont devoir payer des premiums, chez d'autres personnes pour que ça passe plus vite. Donc du coup, ça peut diminuer leur utilisation d'un seul coup, en augmentant leur prix. Donc pour moi, c'est vraiment une espèce de jeu de théorie des jeux avec un marché qui s'équilibre et chacun devrait avoir le droit de dire, si moi, en tout cas, c'est des types de transactions qu'il veut pas, il devrait pouvoir s'exprimer et après, ben, suivant s'il y a beaucoup de gens qui le suivent ou pas, ça fonctionne ou pas. Ouais, bah, justement cette censure, elle est pas visible, sur Bitcoin, on en a quasiment pas, enfin, ça arrive ponctuellement qu'il y ait des mineurs qui décident de ne pas miner une transaction qu'ils auraient dû.
mais c'est très visible, par exemple, sur d'autres réseaux qui sont, enfin, plus sensibles à la filtration. Pour pas, en citer, je vais, je vais pas dire, mais en fait, il y a d'autres blockchains qui sont comme ça et donc il y a une certaine partie des transactions qui sont, non compliant à telle chose qui sont pas minées et donc tout simplement, ils doivent attendre un peu plus de blocs pour être confirmés et donc au lieu d'avoir une vitesse de, X par, X transactions par seconde, bah, eux vont être un peu plus lents, mais ils seront toujours, validés au sein du réseau. Tant que c'est pas une majorité, hem, qui, comment dire? Exactement, ouais. Qui les censure et donc peut-être pour partir un peu de sur ce débat de passage à l'échelle de cette réutilisation de chaleur, est-ce que, tu as entendu parler dernièrement du projet de marathon en Finlande ou pas du tout? J'en ai pas entendu parler, non. Alors, ils ont lancé je vais mettre un petit article, dans les commentaires que je vais épingler. En fait, ils ont lancé une ferme de ménage en Finlande, où ils réutilisent la chaleur qui permet de, chauffer un village d'environ 11 000 personnes. Donc, enfin, je prends cet exemple parce que, enfin, j'ai vu l'actualité passer, et c'est moi qui l'ai traité sur Cryptost. Mais, il y a plein de cas différents d'utilisation de chaleur comme ça, autres, que simplement soi-même avec son Atakai, à la maison. Qu'est-ce que tu enfin, je voulais juste simplement avoir, ton avis sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça peut vraiment faire est-ce que ça fait sens à l'échelle locale? Mais aussi est-ce que, ça peut prendre plus d'ampleur et qu'on puisse voir, d'ici quelques années une adoption de masse, de la réutilisation ou pas? Moi, je pense que la seule chose qui manque pour que ça puisse vraiment fonctionner, c'est que des industriels fabriquent, des machines enfin des mineurs qui sont dédiés à ça. Il y a plusieurs problèmes avec les machines actuelles, c'est que en fait, ce sont un peu à tous les niveaux. C'est juste qu'en fait, c'est des machines qui sont pas du tout, pensées pour faire ça. Elles sont pensées pour être mises dans des zones où il y a personne et fonctionner en permanence, à fond et être ventilées le mieux possible. Et en fait, on peut fabriquer des composants électroniques qui sont faits pour fonctionner à des températures plus élevées et pour différentes raisons, on le fait pas, pour différentes raisons évidentes. Je pense que, voilà, on le fait pas, au niveau des smartphones, des ordinateurs et des choses comme ça. Donc on a plutôt une industrie qui cherche à fabriquer des composants électroniques qui fonctionnent à basse température. Mais si on veut faire des mineurs, notre but, c'est quand même d'avoir une température élevée pour pouvoir vraiment chauffer, éventuellement chauffer de l'eau. Parce que l'eau, déjà, il faut une température beaucoup plus élevée de base pour atteindre une température similaire. Et si on veut faire de l'eau chaude sanitaire, il faut la chauffer beaucoup plus fort, parce que, il faut dépasser certaines températures. Enfin bref, c'est des questions de sanitaire. Et donc du coup, avec les mineurs actuels, c'est compliqué de faire ça, mais on pourrait, avoir, des puces qui montent jusqu'à 120 degrés en fonctionnement normal, au lieu de, 70-80. Donc ça permet de changer, ça permet d'améliorer le résultat. Et en fait, on peut aussi du coup, se rendre compte que, ben, là, après avoir testé quand même pas mal de logiciels sur le binage, il y a pas vraiment de système d'exploitation qui est dédié à ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a plein de fonctionnalités pour, les fermes industrielles, pour avoir plein de mineurs qui minent et cetera, mais par contre, il y a aucun logiciel qui permet d'utiliser un mineur comme un système de chauffage. C'est que du DIY, des passionnés, des gens qui ont fait un peu ce que j'ai fait ou qui sont même allés plus loin avec, des choses qui s'appellent home server qui permettent de faire de la domotique, par exemple. Heu et après, donc ça, ce serait plus peut-être pour les particuliers, ce que je disais, mais après pour les entreprises, c'est pareil. Si on veut qu'une entreprise décide de chauffer sa piscine, sa balnéo par exemple avec, des mineurs Bitcoin, ben, c'est beaucoup plus simple à partir du moment où c'est industrialisé, c'est normé, c'est, assuré, garanti et cetera. Alors que si on fait un truc DIY un peu à la MacGyver, ben, il y a plein de pays où c'est pas possible, quoi. Donc je pense que c'est ça qui manque vraiment au fait que ça marche, c'est qu'il y a des gens qui prennent l'industrie, pour dire: «Je vais fabriquer un produit spécifique, pour faire ça, de A à Z», et il y aura plus besoin de magouiller après derrière pour faire de la réutilisation de chaleur. OK et est-ce que tu verrais enfin, moi personnellement dès que j'ai entendu parler de la réduction de chaleur, je me suis vraiment, imaginé des choses un peu, folles dans un sens Ouais. où je me suis dit en fait, demain on aura tellement, bah, dans un monde où Bitcoin est plus adopté, peu importe ce qu'on appelle, l'hyper-bitcoinisation, mais dans un monde où le réseau, où la monnaie est plus adoptée,
qu'est-ce qui empêche en fait des communes, un État à promouvoir en fait la réutilisation de chaleur? Parce que d'un, ça va permettre de rendre le réseau plus fiable, qui est un réseau qui est utilisé globalement. Mais en plus de ça va permettre de réduire la, mmh, les factures d'électricité, de rendre plus fiable et aussi de rendre comment dire? Le réseau électrique beaucoup plus fiable et stabiliser le réseau électrique, rentabiliser aussi les énergies renouvelables, de la même manière qu'on le fait déjà avec, le minage. Mais en plus de ça, bah, la chaleur qui est produite, on vient, la rajouter dans notre utilisation quotidienne ou même dans des industries, chauffer, je sais pas, des bureaux ou chauffer, toutes sortes d'industries, qui ont besoin de chaleur, comme la distillerie, comme le séchage de fruits ou d'autres choses comme ça. Et je vois vraiment que enfin, je me dis vraiment d'ici 5 10 ans, on pourrait vraiment avoir une sorte de vraiment cercle vertueux entre la réduction de chaleur et le développement des énergies renouvelables grâce, au minage, qui ferait qu'on ait un écosystème, entier de mineurs, enfin de plein de participants, et que tout le monde, au moins en partie, reposerait sur ça. Je sais pas ce que tu en Ouais, bah, penses? je pense que ouais, non, mais je pense que ça peut tout à fait marcher, mais comme je disais juste avant, c'est vraiment cet aspect où faut un produit clé en main, pour que, ouais, faut vraiment un produit clé en main pour que les particuliers ou les entreprises puissent juste l'acheter et l'installer, comme on le fait avec un système de chauffage classique. Et pour le moment, il y a quelques boîtes qui sont lancées dans le projet, mais il y a rien qui est vraiment industrialisé. Par exemple, Estia qui est en France, qui est à Nantes, je crois. Eux, ils essaient de faire un produit, un monoproduit pour le moment en tout cas. C'est un petit radiateur, et eux, ils ont pris l'approche de dire: «C'est vraiment un radiateur qui vous fait gagner, des centimes» et ils parlent pas de bitcoin et en gros, ils convertissent une partie des bitcoins qu'ils obtiennent pour, gagner un peu d'argent et donner un peu d'argent aux gens qui font tourner leur chauffage, quoi. Et en fait, on se rend compte que pour le moment, comme ils ont pas les fonds pour monter l'usine de production et vraiment fabriquer la machine de A à Z, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont produit ils ont produit leur propre carte électronique pour leur système, sur laquelle ils vont aller, souder des puces de S17 qu'ils ont dessoudées à l'avance sur les anciennes machines. Donc en fait, ils achètent des vieilles cartes de S17, dessoudent des puces, puis ils les soudent sur leur nouvelle, carte. Donc c'est un travail qui est pas du tout, scalable pour monter, donc c'est vraiment, je pense, une leur projet, c'est de démarrer avec ça, trouver des financements pour ensuite lancer l'industrialisation. Mais voilà, faut qu'il y ait des gens qui investissent dedans. Donc c'est un peu la poule l'œuf. Est-ce qu'il faut que les gens ils en aient besoin et après du coup on va investir dedans? Ou alors est-ce qu'on va investir dedans et du coup ça va devenir un besoin? Ça, je pense que ça va se faire au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça prend du temps. Ouais, 1 chose, il y a Salexperience et je sais pas comment dire, Style expérience. Ouais, Style Salexperience, expérience. Silex Experience, voilà, qui a demandé la parole. J'ai essayé de te faire monter ah bah, c'est bon, il est en intervenant et vas-y, si tu as une question. Après je sais pas, je pense que tu es aussi calé sur le sujet donc vas-y. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut. Cool de vous Hello. avoir, d'avoir un sujet comme ça. Chauffer sa maison en menant du Bitcoin. Rêve ou réalité? Bah, c'est cool parce que bah, j'ai testé ça depuis quelques mois et je pense pas que ce soit un rêve, c'est vraiment une réalité. Euh, Premièrement, en fait, c'est étonnant à quel point ça peut chauffer rapidement. L'air pulsé à 65-70 degrés, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de radiateurs domestiques qui le font, ou alors très 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 haut de gamme. Et le fait d'avoir un reward sur sa consommation d'électricité liée au chauffage, ben, c'est vraiment l'alliance, du meilleur des 2 mondes, en fait, entre le chauffage et le fait de pouvoir, miner du bitcoin, alors je vais pas dire pour faire un caprice, mais pour une fois en ayant une utilité, en fait. Parce qu'en tant que Français, avec 24 centimes du kilowattheure, c'est presque un caprice aujourd'hui de vouloir se dire: «Bon, je prends un S19, je prends, un S17 ou un S9 et je le fais tourner chez moi, 24 heures sur 24». Donc en fait, je voulais dire déjà que, ben, c'est vraiment une vraie réalité. Il faut vraiment que vous vous penchiez sur ce sujet parce qu'avec la hausse en plus du prix du gaz là qui va arriver ces prochains mois, je pense que ça va parler à pas mal de personnes
qui veulent amortir cette hausse. Donc, leur proposer une solution qui est dans le sens où, en fait, on va pouvoir bypass cette hausse avec un chauffage électrique tout en ayant un reward. Je pense que c'est déjà un bon argument. Et il y a une deuxième chose aussi sur laquelle je voulais intervenir parce que je vous entendais parler. On a beaucoup de rêves utopiques là-dessus. Dans le sens où on se dit, tiens, si ça peut chauffer une maison, alors c'est parti pour du chauffage collectif. Toutes nos villes vont se tourner vers Bitcoin. On va tous avoir en fait des fermes de minage par ville. Et puis c'est cool parce que toutes nos écoles primaires elles vont être chauffées grâce au Bitcoin. Mais je pense pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, on est particulier au niveau de l'Europe, mais même au niveau du monde, c'est qu'en fait, on a une production d'électricité qui est liée au nucléaire. Et ça change la donne à fond. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé de stocker, par rapport à l'Allemagne qui a, je crois, 40% de renouvelables, ben, on n'a pas de pic. Et ce qui fait que nous, on est capable de fournir aux étrangers. Donc, l'idée de décharger à l'intérieur des terres pour pouvoir prévenir d'une hausse sur les centrales nucléaires, c'est pas un concept qui se fait. Une centrale nucléaire, ça va assez vite à démarrer en réalité. La vérité, c'est que vraiment une centrale nucléaire, c'est pas comme une centrale à charbon. Alors déjà, en fait, on n'a pas le problème que les Américains, ils ont. C'est pour ça qu'en fait, moi, je pense qu'on va pas du tout prendre le même virage que les États-Unis là-dessus. Mais Et je pense qu'il faut juste pour le s'enlever la consommateur final, manière c'est utopie. un... Excuse-moi. Parce que le Vas-y, vas-y. consommateur final, chez nous, en fait, il a un coût d'électricité très haut, un des plus hauts au monde. On a 24 centimes du kilowattheure, ce qui fait que notre électricité, malgré le fait qu'on est les champions du monde quasiment de la production d'électricité, c'est vraiment le paradoxe. Parce qu'en réalité, nous, on fournit beaucoup d'électricité. Donc, comment on décharge, c'est qu'on fournit l'électricité aux voisins. Mais On est un pays justement, qui est énorme. est-ce que ce surplus d'électricité, comment dire? Enfin, est-ce que le prix élevé d'électricité ne pousserait pas les gens à vouloir se tourner vers des solutions comme le minage de Bitcoin pour Mais se chauffer? ça, Parce ça parce c'est que ça le réduit prix. la facture, quoi. Alors pour les gens, oui, mais parce que attention, pour EDF, en fait, le prix du 24 centimes, c'est pas son coût c'est pas son coût de production. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Parce qu'il y a d'autres acteurs, si on passe pas directement par EDF, qui sont capables, eux, de vous fournir un prix d'électricité moins cher que le producteur lui-même. Donc en fait, dès le départ où ça c'est possible dans le marché, il y a un gros problème dans le marché de l'électricité en fait en Europe. Et la deuxième chose que j'ai vu arriver de plus en plus, en fait, c'est que à côté de chaque centrale nucléaire, quasiment, il est en train d'émerger des productions d'hydrogène. En fait, ils ont capté. Alors, comme nous, ce qu'on avait compris, c'était que pour l'allumage et pour l'extinction d'une centrale de production d'électricité, il y avait ce qu'on appelle des coups de bélier qui pouvaient arriver liés à la demande d'un côté et à l'offre de l'autre. Et donc, du coup, on avait trouvé la bonne idée de mettre des mineurs pour permettre d'avoir le reward là-dessus. Mais en fait, avec le mouvement écologie les Verts qui est en train de pousser de plus en plus, on est en train de chercher des énergies alternatives. Et il semble que l'hydrogène, ça a l'air de bien plaire aux élus. Et donc, en fait, ils ont capté un peu l'histoire de pouvoir décharger et ils sont en train de fabriquer à côté de chaque centrale en fait électrique des centrales d'hydrogène. Donc, ce qui permet de décharger l'électricité dans de l'eau par électrolyse et de créer en fait de l'hydrogène qui sera revendu par la suite par Total, etc. pour nos futures voitures. Ouais, moi j'y Et crois pas à la voiture à hydrogène. alors, ce qui se passe, bah après, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est que les millions, elles sont déjà en place et les usines, elles sont en train de se monter. Donc, il va Oui, bien, ils veulent le pour stocker l'industrie, mais dans l'idée de le vendre, c'est ça, en fait. Et donc, ils ont réussi, en fait, à valoriser les surplus d'énergie euh, en bypassant Bitcoin. Mais après, il y a d'autres pays qui vont le faire, ça, qui n'ont pas les mêmes infrastructures de production et du coup, qui sont au charbon, au gaz ou à d'autres, aux renouvelables. Et pour eux, oui, c'est logique d'utiliser Bitcoin pour le moment, le temps qu'ils ne sont pas en extra capacité comme nous, en fait. C'est ça le truc. Nous, on est en extra capacité et on paye trop cher, c'est ouf.
Mais ouais, c'est intéressant, à voir au final, c'est peut-être une autre solution, pour exploiter les surplus. J'ai quand même l'impression, enfin de la compréhension que j'en ai, c'est que le minage de bitcoin reste quand même le plus profitable en termes économiques que l'hydrogène. Pour Après si l'utilisateur l'hydrogène se final, oui, je développe, pense. ouais, voilà. Mais après si l'hydrogène se développe, peut-être que ça changera. Mais c'est Possible. intéressant, faudrait, Bah, c'est approfondir dur à ce dire, ça sujet. presque. Le but, je pense, de l'hydrogène principalement, c'est de remplacer le gaz dans l'industrie, la métallurgie, ce genre de trucs. Ça ira pas dans le gaz de ville, parce que les canalisations qu'on a fabriquées, elles sont pas assez, enfin, il y a trop de petites fissures, ce qui fait que si on met trop d'hydrogène dedans, les canalisations se cassent. Donc le seul moyen de mettre du gaz de ville, enfin de l'hydrogène dans le gaz de ville, ce serait de refaire toutes, les tuyauteries, de gaz. Et donc du coup, je pense que ça serait plus dans l'industrie et par rapport au je pense que ça c'est pas réaliste pour plein de raisons. Parce que c'est déjà, c'est moins écologique qu'une voiture électrique à la fabrication, parce qu'il faut quand même une batterie et il y a des risques d'explosion beaucoup trop importants. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de pertes. C'est beaucoup plus rentable de vraiment de charger une batterie électrique et d'utiliser l'énergie plutôt que de créer de l'hydrogène qui ensuite lui va charger une batterie dans une voiture pour ensuite utiliser l'énergie de la batterie. Ça vraiment, ça rajoute une étape supplémentaire qui est pas du tout pertinente. Ça permet juste de stocker sur le plus long terme, mais vu les pertes qu'il y a qui sont de l'ordre de quasiment 70 entre le moment où on produit l'énergie et le moment où on arrive à la restituer. Donc je je pense qu'effectivement, il va y avoir de l'hydrogène en production sur les surplus, surtout en Europe, parce que comme il a bien dit Siex, il y a des ça plaît aux élus, il y a beaucoup d'investissements parce que l'hydrogène vert, tout ça, tout ça. Mais ça remplira pas, bah, ça remplira une partie des cas, comme je disais avec l'industrie, mais pas tous les cas qu'on pourrait imaginer. Donc, je pense qu'il y aura toujours de la place, pour de Bitcoin, à droite à gauche en Europe ou enfin, de toute façon, il y aura pas des sites de production de partout, quoi. Ouais, je pense de toute façon en Europe, on a quand même un grand de retard et ça arrivera bien après, chez nous et ça prendra encore du temps. Mais ouais, sujet très intéressant, sur l'hydrogène, faudrait, approfondir. Je vais mettre ça de côté et merci beaucoup, Silex, pour ton intervention. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à le suivre. Bah, justement, on parlait de Bitax, un peu plus tôt dans l'émission, je crois que tu étais pas encore là et donc voilà. Heu, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets que je voulais, comment dire? Que je voulais, aborder aujourd'hui. Donc si dans l'audience vous avez des questions, n'hésitez pas. Heu et Jim, si tu veux rajouter quelque chose, hésite pas. Je sais pas, peut-être un message, précis, sur Attakai ou sur autre chose, concernant Bitcoin? Bah, écoute, moi, je pense que j'ai un peu dit, tout ce que j'avais en tête et bah, comment je vois le truc. Peut-être que je peux finir par ça, c'est un truc que j'aime bien dire. C'est un peu, en fait, ça rejoint la réalisation que j'ai eue, sur Bitcoin qui a fait que je suis devenu bitcoiner et que j'ai arrêté toutes les cryptos à côté. C'est que, peut-être que je me trompe, hein, il y en a certainement qui sont pas d'accord avec moi, mais moi, je dirais que je pense que l'économie, en fait, ça revient de l'énergie transformée. C'est-à-dire, notre capacité à capter ou même à produire, mais en tout cas à capter de l'énergie et à la transformer en quelque chose d'utile. Donc par exemple, si on prend juste du pétrole qu'on fait brûler, ça dégage de l'énergie, mais bon, on n'en fait pas grand-chose. Alors que si on le capte dans un moteur thermique et ben, on fait avancer une voiture. Donc c'est ça la différence. Donc pour moi, l'économie, c'est vraiment de l'énergie transformée et du coup, pour moi, il serait logique que le l'instrument qui permette de mesurer l'économie, de mesurer la valeur de l'économie, ce soit un instrument qui soit relié, qui soit connecté à notre capacité à transformer de l'énergie. Et c'est justement ce que Bitcoin est capable de faire. Et donc de créer cette espèce de pont en fait entre le monde physique, parce que finalement l'énergie, c'est pas quelque chose de matériel, mais ça reste quelque chose de physique dans le monde physique. Donc on relie le monde physique grâce au minage, au monde, j'ai envie de dire digital. Euh, donc pour moi c'est ça qui prouve que Bitcoin n'a rien de virtuel finalement. Ça existe uniquement grâce à notre capacité à transformer de l'énergie. Donc pour Ouais, moi, il y je a pas de monnaie plus réelle à partir du moment où on veut rentrer dans le monde digital. je suis complètement d'accord,
Et surtout même quand on pense simplement à la monnaie, tu disais l'économie, c'est de l'énergie. Mais pour être plus précis, je dirais même que la monnaie, en fait, c'est une batterie. Et donc, en fait, on vient dépenser l'énergie au quotidien en travaillant, en produisant un bien ou un service. Et l'énergie qu'on a dépensée, elle va en gros se transformer pour nous en argent, en monnaie. Et cette monnaie va servir enfin, on va la garder dans notre compte en banque jusqu'à ce qu'on la dépense. Donc après, peu importe combien de temps on la garde, Pour hem, acheter, l'énergie des autres. voilà, pour acheter l'énergie des autres justement. Et donc notre argent, c'est vraiment une batterie. Et Bitcoin, vu que c'est une monnaie plus déflationniste et enfin déflationniste comparé au fiat surtout, et que sa valeur, tend à augmenter dans le temps, et ben, en fait, c'est une batterie qui est beaucoup plus durable enfin, Bitcoin est une batterie beaucoup plus durable que, le fiat, que l'euro l'est. Parce que, la valeur de l'euro, enfin, à la fin de l'année, vous êtes sûr d'avoir perdu de la valeur avec vos euros. Alors qu'avec Bitcoin ou même n'importe quel autre Exactement. actif, il y a toujours ce doute de peut-être à la fin de l'année, je serai en plus-value. Mais avec les euros, vous êtes sûr d'être en perte. C'est le seul actif qui est comme ça. Et donc, Bitcoin a cette double de facette de batterie, à la fois par le minage et à la fois par la préservation de la valeur. Et donc voilà, belle conclusion. Je voulais rajouter un petit peu ma patte dedans, mais tu as très bien résumé la chose. Et bah super. Bah, si on a clôturé là, si tu n'as rien à rajouter, Jim, on peut finir. Ça fait presque 1 heure. Non, mais c'est bon pour moi, ouais. Moi, je suis ravi. Super. Bah, merci beaucoup, Jim, encore une fois, d'être venu. C'était très cool. Peut-être une prochaine fois, si jamais on décide d'approfondir le sujet, ça peut être intéressant, notamment avec Silex. Merci beaucoup à Millésime d'avoir posé sa question. Je vois qu'il est encore là. Et à tout le monde, n'hésitez pas à faire un tour dans les liens épinglés. Il y a pas mal de documentation à voir, notamment les replays des derniers épisodes avec d'autres personnes, avec d'autres sujets. Et voilà, suivez Jim et renseignez-vous sur Atakai, comment ça fonctionne. Suivez Silex aussi. Et voilà, bonne soirée à tous. Merci Jim. Bonne soirée.